Dans le Sahel, une opération militaire inattendue a secoué le Burkina Faso. Ce n'était pas une armée conventionnelle qui combattait, mais des civils appelés les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui ont intercepté un convoi de militants sur la périphérie de Canary. Ils étaient armés de conviction, pas de tanks, mais leur détermination à renverser l'équilibre des forces. Ibrahim Traoré, leader de ce mouvement, a joué un rôle essentiel dans cette victoire symbolique, un tournant majeur dans la résistance locale. La guerre au Sahel, en particulier au Burkina Faso, semble être une bataille sans fin. Mais avec des hommes comme Ibrahim Traoré, la situation pourrait bien changer. En cette période de grande instabilité, la montée en puissance des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, offre un espoir inattendu. Les civils, armés de rien d'autre que de leur courage, se dressent contre les forces extrémistes sans soutien international, mais avec une conviction inébranlable. Cela soulève une question fondamentale. Est-ce que la souveraineté de l'Afrique peut véritablement être préservée par ses propres peuples sans l'interférence des puissances étrangères? Ibrahim Traoré et les VDP croient fermement que oui, mais ce combat n'est pas sans risque. Chaque victoire, bien qu'importante, est une bataille dans une guerre plus large et incertaine. Les enjeux sont immenses. Cette lutte n'est pas seulement pour la survie, mais pour l'avenir du Burkina Faso et peut-être pour toute la région du Sahel. Un échec pourrait signifier la soumission à un chaos extérieur, mais la victoire pourrait bien redéfinir ce qu'est la souveraineté en Afrique. Dans les premiers jours de l'opération, ce qui semblait être une simple embuscade s'est rapidement transformé en un tournant stratégique majeur. Le Sahel, un territoire traversé par des guerres et des conflits, semblait être un terrain de jeu pour les groupes extrémistes. Cependant, ce qui s'est passé dans la périphérie de Canary a renversé cette dynamique. Un convoi de militants porteurs de médicaments, d'armes et de fournitures a été intercepté par les VDP, des civils qui avaient pris les armes pour défendre leur patrie. Ces hommes et ces femmes, sans formation militaire formelle, ont agi selon un principe fondamental: protéger leurs terres, leurs familles et leur souveraineté. Ibrahim Traoré, qui a joué un rôle clé dans la coordination de cette résistance, n'a pas seulement dirigé ses troupes, il a inspiré une nouvelle génération d'Africains à se lever contre l'injustice et l'occupation étrangère. Alors que le convoi était encerclé et que les militants se retrouvaient pris au piège, l'ampleur de ce qui se passait devenait évidente. C'était plus qu'un simple affrontement, c'était un message fort envoyé au monde entier. L'Afrique, malgré les années de négligence et de dépendance, est capable de se défendre, de se relever par elle-même. Le rôle de Traoré dans cette bataille a consolidé sa position de leader, mais aussi de symbole de l'indépendance retrouvée. Ce n'était pas une victoire militaire conventionnelle, mais une victoire de la détermination et de l'unité face à des forces extérieures bien plus puissantes. Les VDP n'étaient pas seulement des soldats, mais des porteurs d'un message de dignité et de résistance. Ce fut le début d'une série d'événements qui ont redéfini l'histoire du Burkina Faso et du Sahel tout entier. Ibrahim Traoré, un jeune homme au charisme incontestable, est rapidement devenu le visage de la résistance dans le Burkina Faso. Ancien militaire, il a su allier sa connaissance des tactiques de combat à sa vision politique pour créer une unité autour des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Mais au-delà de sa formation et de son expérience, c'est son engagement personnel pour la souveraineté nationale qui a fait de lui un leader naturel. Il n'était pas simplement un commandant militaire, mais un symbole d'espoir pour un peuple longtemps opprimé par des forces extérieures. Dès les premières victoires des VDP, Traoré a su galvaniser ses troupes et leur donner une direction claire: défendre leurs terres et leur avenir. Dans les villages autour de Canary, il n'était pas rare de voir des femmes et des hommes, jusque-là loin de tout engagement militaire, se joindre au VDP
motivés par l'appel de Traoré à protéger leur dignité et leur indépendance. L'impact de cette mobilisation a été immédiat. Ce n'était pas simplement une victoire sur le terrain, mais un changement de mentalité profond, un basculement dans la façon dont les Burkinabés percevaient leur propre capacité à se défendre. La simple présence de Traoré en tant que leader a donné au mouvement une légitimité qu'aucune force étrangère ne pouvait contester. La communauté internationale a observé, hésitant entre applaudir ce tournant populaire ou craindre les ramifications d'un Burkina Faso qui retrouvait peu à peu sa souveraineté sans l'aide de puissances extérieures. Lorsque le convoi s'est engagé dans la périphérie de Canaries, tout semblait silencieux, presque immobile. Mais ce calme n'était qu'un voile fin posé sur une tension qui montait depuis des semaines. Les volontaires pour la défense de la patrie avaient remarqué les mouvements inhabituels, les traces légères dans la poussière rouge, les murmures transportés par le vent sec. Le point de déclenchement est arrivé au moment où les premiers camions, chargés de caisses de médicaments, de sacs de céréales et de matériel dissimulé, ont franchi la ligne invisible que les habitants considéraient comme leur dernière barrière. L'opération a commencé sans cri, sans appel, seulement par l'avance précise de civils armés de courage. Ibrahim Traoré, bien que non présent physiquement à cet instant, avait structuré les principes qui guidaient chaque mouvement: discipline, silence, rapidité. L'activation fut brutale. Les VDP sont sortis de derrière les termitières, des crêtes rocheuses et des buissons épais. Ils ont coupé la route en quelques secondes, imposant une pression immédiate sur les militants. Un éclat de coups de feu a déchiré la matinée. Le convoi s'est arrêté net. La panique s'est répandue aussi rapidement que la chaleur du Sahel. Les militants ont tenté de se replier vers les collines, mais chaque chemin avait déjà été verrouillé par les habitants mobilisés. Ils croyaient ne pouvoir traverser une zone qu'ils imaginaient encore passive, mais la terre avait changé. Les petites victoires précédentes avaient donné à la population une certitude. Ils n'étaient plus des victimes, mais des défenseurs. Le cœur de la confrontation a atteint son sommet lorsque les caisses de fournitures médicales ont été ouvertes. À l'intérieur, les VDP ont découvert des détonateurs, des cartes, du matériel destiné à saboter les villages environnants. Ce moment a brisé les derniers doutes. Ce n'était pas une simple patrouille d'insurgés, mais une opération visant à affaiblir le Burkina Faso de l'intérieur. Le choc moral s'est transformé en force collective. Un homme nommé Amadou s'est assis sur une caisse brisée et a murmuré que son père s'était battu pour l'indépendance et que lui, aujourd'hui, achevait ce combat. Ces mots, jamais enregistrés, ont circulé comme un souffle sacré dans les rangs des VDP. Le retournement s'est produit en moins d'une heure. Le convoi, encerclé, s'est effondré sous la pression combinée de la stratégie et de la volonté populaire. Les ennemis sont tombés dans les mêmes champs qu'ils espéraient empoisonner. Quand tout fut terminé, il n'y eut ni célébration, ni slogan, juste un silence grave, chargé de dignité. Chaque homme et chaque femme présent savait que cette victoire n'était pas seulement tactique. Elle annonçait la fin d'une ère où l'on disait aux Africains qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Le retour fut calme, presque invisible. Les VDP rentrèrent chez eux avant le coucher du soleil, fondant leur silhouette dans le peuple comme s'ils n'avaient fait que labourer leur terre. Cette journée marqua pourtant un point de bascule. Elle révéla au monde que la souveraineté n'est pas un cadeau, mais un acte répété, un mouvement qui trouve sa force dans ceux qui refusent de s'agenouiller. Et derrière cet élan, l'influence d'Ibrahim Traoré résonnait, discrète mais centrale, comme un fil reliant chaque geste, chaque décision. Au départ, les affrontements autour de Canaries n'étaient qu'une succession d'escarmouches éparses, presque difficiles à cartographier. Mais en quelques semaines, la dynamique a basculé. Les forces locales ont intercepté non pas un, mais deux convois distincts, chacun transportant du matériel dissimulé sous des couches de fournitures civiles. Ce changement de rythme
démontre une évolution rapide, presque fulgurante, dans la capacité d'observation des populations du Sahel. Le premier convoi intercepté révèle que les militants utilisaient des caisses de médicaments pour camoufler des détonateurs, preuve d'une stratégie d'infiltration méthodique. La transformation entre la première interception et la suivante montre une compréhension locale de plus en plus fine des schémas ennemis. Le deuxième point clé repose sur la réaction armée. Lors du premier accrochage, les militants ont tenté de se replier vers les collines, exploitant l'habituelle désorganisation des villages. Mais dans la seconde opération, ce comportement s'est heurté à un réseau de fermeture anticipé. Trois routes de retraite avaient été bloquées par les habitants avant même que les militants ne réalisent qu'ils étaient encerclés. Ce chiffre illustre une montée en coordination communautaire. La fermeture simultanée de ces chemins montre que la population n'était plus simplement réactive, mais anticipatrice, adaptée à une menace difficile à prévoir. Le troisième indicateur est celui du temps. Les rapports indiquent que l'encerclement final du convoi n'a pris moins d'une heure, un délai exceptionnellement court pour des civils dépourvus de formation militaire formelle. Cette rapidité montre un alignement entre vigilance, communication et détermination. Le fait que le convoi ait été neutralisé en un laps de temps aussi réduit souligne une capacité d'action collective que beaucoup d'observateurs extérieurs avaient longtemps sous-estimée. Ces, ces trois mesures, double interception, triple fermeture des voies de fuite, neutralisation en moins d'une heure, ne sont pas seulement des données techniques. Elles racontent l'histoire d'un peuple qui cesse d'être spectateur et devient acteur. Elles traduisent aussi la consolidation d'un état d'esprit déterminé, qui prend racine dans les villages où la terre elle-même semble se souvenir des combats passés. Dans cette montée en puissance, l'influence d'Ibrahim Traoré occupe une place importante. Son message sur la souveraineté, relayé dans les zones rurales, a renforcé la conviction que la défense ne devait plus attendre des secours extérieurs. Sans jamais imposer une structure rigide, il a permis à ces groupes de comprendre qu'ils représentaient la première ligne d'une nation qui refusait désormais l'humiliation. Son approche n'a pas seulement donné du courage, elle a donné une méthode. Chaque chiffre, chaque action, chaque heure gagnée dessine une trajectoire nouvelle pour le Burkina Faso. Une trajectoire où les habitants du Sahel apprennent non seulement à identifier les menaces, mais à les contrer avec une précision que personne n'attendait d'eux. Une trajectoire où les communautés passent de l'élément de la peur à la maîtrise, de la réaction à l'anticipation. Et c'est cette bascule qui redéfinit, lentement mais sûrement, la notion même de résistance dans la région. Dans le débat qui entoure les événements de Canaries et de Cumbrie, deux grandes interprétations s'opposent avec force. La première, largement relayée par certains analystes internationaux, affirme que la montée des forces locales comme les VDP risque d'alimenter une spirale incontrôlée. Selon cette position, l'absence de formation militaire professionnelle pourrait mener à des abus, à des dérapages ou à une perte de contrôle progressive sur les actions menées dans les zones rurales. Cette école de pensée estime que seul un cadre international, doté de ressources, de supervision et d'institutions solides, pourrait réellement stabiliser le Sahel. Elle évoque des précédents dans d'autres régions où les groupes d'autodéfense ont fini par se diviser ou être instrumentalisés par des acteurs extérieurs. La deuxième interprétation, très présente dans les villages du Burkina Faso, repose sur une réalité vécue au quotidien. Elle souligne que les affrontements ne sont pas un choix idéologique, mais une réponse imposée par les circonstances. Dans Nui Dung Doitu, les habitants interceptent des convois camouflés sous des caisses de médicaments, découvrent des détonateurs et affrontent des instructeurs étrangers opérant dans l'ombre. Pour l'alternative à la mobilisation populaire n'est pas la paix, mais la vulnérabilité.
Les attaques répétées, la négligence historique et l'absence de protection extérieure ont façonné une conviction: personne ne défendra leurs terres à leur place. C'est cette logique qui explique l'efficacité croissante observée dans les interceptions successives. Face à ces deux visions, la réponse doit s'appuyer sur les faits. Les opérations décrites montrent des habitants capables d'encercler un convoi en moins d'une heure, de fermer des routes stratégiques avant l'arrivée des militants et d'identifier des schémas tactiques sophistiqués. L'évolution est donc mesurable, structurée et loin d'être anarchique. Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur la souveraineté et la discipline communautaire, a contribué à canaliser cette énergie dans une direction cohérente. Loin de fragiliser le pays, cette organisation locale a permis d'éviter que des opérations clandestines ne se déploient sans opposition. La confrontation entre ces deux visions ne se résout pas dans la théorie, mais dans ce que la population vit. Et les faits montrent une chose: sans cette mobilisation, le Sahel serait encore plus exposé. La vérité sur ce qui se passe réellement dans le Sahel a longtemps été voilée. Les événements autour de Canaries et de Koumbri ont révélé un fait incontestable. Les habitants de la région ont choisi de se défendre, non seulement avec des armes, mais avec une détermination qu'aucune force extérieure ne pouvait briser. Ce n'est pas une simple guerre de territoire, c'est une guerre de souveraineté. Ce que les observateurs internationaux appelaient une milice n'était en réalité qu'une communauté unie prête à protéger ce qui lui appartient. Les volontaires pour la défense de la patrie, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ont non seulement confronté les extrémistes, mais aussi les forces étrangères invisibles qui nourrissaient le chaos. C'est une vérité que le monde refuse souvent de voir. L'Afrique, en particulier le Burkina Faso, ne se bat pas seulement pour sa survie, mais pour retrouver sa dignité. Dans les villages, les femmes et les hommes savent que chaque combat gagné est une victoire pour l'autonomie, et chaque victoire leur permet de redéfinir leur avenir, loin de l'influence des puissances extérieures. Les événements de Canaries et de Koumbri ont non seulement transformé la situation sur le terrain, mais ils ont aussi engendré des conséquences profondes pour les différentes communautés du Sahel. D'abord, pour la population locale, ces victoires représentent un changement radical dans la manière dont elle se perçoit. Jadis perçus comme faibles et vulnérables, les habitants du Burkina Faso ont désormais retrouvé une confiance en leur capacité à se défendre. Les hommes et les femmes des villages ne sont plus seulement des victimes dans cette guerre. Ils sont devenus des acteurs principaux de leur propre destinée, un rôle qu'ils n'avaient pas osé rêver. Ce changement de perception a eu des répercussions immédiates sur la mobilisation des communautés. Les jeunes, autrefois éloignés du conflit, se sont enrôlés dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Cette transformation a permis de créer une résistance populaire structurée et décidée, prête à défendre non seulement la terre, mais aussi les principes d'autonomie et de souveraineté. Pour la région du Sahel, cette évolution a des conséquences géopolitiques non négligeables. Ce qui a commencé comme un petit mouvement local s'est rapidement propagé à travers les frontières, notamment au Mali et au Niger. La solidarité entre les peuples du Sahel s'est renforcée, donnant naissance à un réseau d'interdépendance stratégique qui échappe aux forces extérieures. Les pays voisins ont observé cette dynamique avec une attention accrue. Si d'autres nations africaines choisissent de suivre l'exemple de la résistance populaire du Burkina Faso, cela pourrait bien redéfinir l'équilibre de pouvoir dans la région. Une Afrique plus autonome, plus sûre de ses capacités à défendre ses frontières, représenterait un changement majeur dans la dynamique géopolitique du continent. Ce mouvement, bien que local à l'origine, a désormais des implications globales. Les puissances étrangères qui intervenaient au Sahel se retrouvent face à un dilemme: soutenir des régimes fragiles ou reconnaître l'émergence d'un nouveau pouvoir régional.
Les forces internationales, qui étaient autrefois perçues comme les garantes de la sécurité, se retrouvent désormais face à une question épineuse. Doivent-elles continuer à soutenir les gouvernements centraux de la région, souvent critiqués pour leur manque de légitimité et leur dépendance, ou doivent-elles reconnaître la montée en puissance des peuples du Sahel? Ce dilemme pourrait bien influencer les choix stratégiques de puissances comme la France, les États-Unis et même la Chine, qui ont des intérêts économiques et sécuritaires dans la région. De plus, cette évolution pourrait entraîner un afflux de soutien pour les mouvements de résistance locaux, qui bénéficieraient de plus en plus de l'appui populaire. Enfin, pour Ibrahim Traoré et les leaders des VDP, cette transformation présente une opportunité historique. Ils ne sont plus seulement des figures emblématiques de la résistance contre l'extrémisme, mais des symboles d'une Afrique qui refuse de se soumettre à l'ordre mondial préétabli. Leur influence dépasse désormais les frontières du Burkina Faso et fait écho dans toute la région. La victoire de Canary et Cumbri n'est donc pas seulement un succès militaire, c'est une déclaration de souveraineté, un appel à la résistance et un signal de la naissance d'un nouvel ordre régional. Au cours des prochains mois, l'évolution du Sahel dépendra de la manière dont les forces locales, les réseaux clandestins et les soutiens extérieurs ajusteront leur stratégie. Le premier scénario, considéré comme le plus probable, repose sur une consolidation progressive du modèle observé à Canaries et Combry. Les communautés villageoises, renforcées par leur récent succès, continueront à organiser leur défense, à surveiller les routes secondaires et à intercepter les convois suspects. Les opérations resteront concentrées sur des zones rurales où la connaissance du terrain transforme chaque habitant en sentinelle naturelle. Dans cette trajectoire, les attaques extrémistes diminueront en fréquence, mais chercheront à frapper des cibles symboliques. Les mois à venir seraient donc marqués par une vigilance accrue plutôt que par un retour immédiat à la stabilité. Le deuxième scénario, optimiste, s'appuie sur la dynamique née après la neutralisation des drones et des instructeurs étrangers. Si cette révélation continue d'alimenter une prise de conscience collective au Burkina Faso, au Mali et au Niger, une coordination régionale plus solide pourrait émerger. Une telle coopération permettrait de mutualiser les informations, de cartographier les routes clandestines et d'anticiper les opérations ennemies. Ce scénario suppose que la population maintienne son unité, que les VDP restent disciplinés et que les gouvernements du Sahel soutiennent ce mouvement populaire sans chercher à le formaliser excessivement. Dans ce contexte, la stabilité pourrait s'étendre plus rapidement que prévu, transformant les villages autrefois vulnérables en bastions de résistance. Ibrahim Traoré, par sa capacité à incarner un idéal de souveraineté, jouerait alors un rôle clé dans la consolidation de cette vision optimiste. Le troisième scénario, plus sombre, envisage une réaction agressive des groupes extrémistes, appuyés par des réseaux extérieurs, cherchant à reprendre le contrôle du récit. Des attaques coordonnées ou des opérations de désinformation pourraient viser à briser la confiance nouvellement acquise par les populations. Les forces locales, bien que déterminées, pourraient être confrontées à une pression accrue sur plusieurs fronts simultanément. Ce scénario n'est pas inévitable, mais il souligne la fragilité d'un mouvement encore jeune, exposé à des adversaires disposant de ressources considérables. La clé, dans une telle situation, serait la capacité des communautés à maintenir la cohésion et à ne pas céder aux récits fabriqués de l'extérieur. Pour affronter ces trois trajectoires, un principe simple peut guider la région: ne pas confondre vitesse et précipitation. Ce modèle mental rappelle que chaque victoire doit être consolidée avant d'être célébrée, et que la patience stratégique est souvent l'arme la plus décisive dans les conflits asymétriques. L'impact des événements de Canaries et de Cumbri dépasse les frontières du Burkina Faso.
Pour les habitants du Sahel, ces victoires ne sont pas seulement des histoires de bravoure, mais des témoignages de ce qui est possible lorsque les peuples se rassemblent autour d'un but commun. À travers ces confrontations, une leçon s'impose à toute l'Afrique. L'autodéfense n'est pas seulement un droit, mais une responsabilité collective. Ibrahim Traoré et les volontaires pour la défense de la patrie ont montré que, face à l'extériorité et à l'inefficacité des solutions imposées de l'extérieur, la solution se trouve dans la résistance locale, dans l'unité et dans la volonté de protéger ce qui appartient à chaque communauté. Cependant, cette situation ne se résume pas à un simple acte de rébellion. Elle pose la question de la résilience face aux pressions extérieures. Pour les peuples du Sahel, la question devient: comment maintenir cette dynamique sans succomber à la pression économique et diplomatique des puissances mondiales? La clé réside dans la création de solutions locales et régionales durables qui répondent aux défis propres à la région. Ce modèle de résistance pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Pour les observateurs étrangers, cette situation offre une réflexion profonde. Il est impératif de repenser le rôle de l'extérieur dans la gestion des crises en Afrique. Plutôt que d'imposer des solutions de force, peut-être est-il temps de soutenir les initiatives locales et de permettre au peuple de se défendre selon leurs propres termes, comme l'ont montré les VDP sous la direction de Traoré. Alors que la situation au Sahel continue d'évoluer, plusieurs étapes doivent être franchies pour garantir la pérennité des gains réalisés par les volontaires pour la défense de la patrie VDP et par Ibrahim Traoré. La première étape consiste à renforcer la cohésion interne des communautés. Cela passe par des initiatives locales qui encouragent l'unité et la communication. Il est crucial que chaque village, chaque communauté soit équipé pour surveiller, identifier et réagir face aux menaces, qu'elles soient militaires ou économiques. L'unité locale ne doit pas seulement être physique, mais aussi mentale et stratégique. Une telle dynamique peut être soutenue par des formations ciblées, un partage de ressources et une coordination étroite entre les villages voisins. La deuxième étape réside dans l'extension de ce modèle à une échelle régionale. Pour cela, les nations du Sahel doivent envisager une coopération renforcée en mettant en place des réseaux d'information partagés, des mécanismes de réponse rapide et une meilleure intégration des forces locales et nationales. Cela pourrait inclure des accords intergouvernementaux ou des alliances entre les communautés afin de créer une résilience collective. Cette coopération régionale permettrait d'assurer une plus grande stabilité et de garantir que les progrès réalisés ne soient pas détruits par des attaques externes ou des forces de déstabilisation. Enfin, la troisième étape consiste à renforcer la souveraineté à travers une vision long terme. Les efforts pour garantir l'autosuffisance, tant en matière de sécurité que de développement économique, doivent être soutenus par des initiatives qui privilégient les ressources locales. Cela pourrait inclure des investissements dans l'agriculture, la formation technique et la gestion des ressources naturelles, en intégrant les peuples locaux dans les processus de décision et en leur offrant les outils pour prospérer dans un environnement plus sécurisé. À travers les champs de Canaries et les collines de Cumbrie, une vérité a émergé. L'Afrique n'est pas en attente d'être sauvée. La terre, rouge de poussière, a porté l'histoire de la résistance et de la dignité. Ibrahim Traoré et les volontaires pour la défense de la patrie n'ont pas seulement combattu pour une victoire militaire, mais pour un idéal plus profond, celui d'une Afrique qui se redresse, une Afrique qui se souvient. Ils ont répondu à un appel plus ancien que les traités et les frontières tracées sur une carte. Ce n'est pas une simple victoire sur le terrain, c'est un appel au monde entier, un cri silencieux mais puissant. L'Afrique se souvient de son héritage, de son courage et de son pouvoir. Le retour des VDP chez eux, sans défilé ni fanfare, est un symbole de la vérité que l'Afrique sait désormais. Elle est son propre gardien.
Dans les silences de ces héros anonymes, dans la poussière encore fraîche des champs, l'Afrique s'est retrouvée. Et dans ce retour à l'essentiel, la souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais une réalité vécue par chaque villageois, chaque soldat, chaque citoyen. Cette histoire, écrite dans le vent chaud du Sahel, rappelle au monde que la liberté n'est pas donnée, elle est conquise. Le souffle du Sahel continue de porter les histoires de Canaries et de Coumbry, comme un rappel discret que la souveraineté se construit dans les gestes simples, les choix quotidiens et la mémoire partagée. Les habitants qui ont affronté le danger ne demandaient ni récompense ni reconnaissance. Ils voulaient seulement que leur nation se souvienne. À travers ces récits, une vérité traverse les frontières. La liberté grandit lorsque les peuples prennent la parole, lorsqu'ils refusent d'abandonner leur voix à d'autres. Chaque récit transmis, chaque témoignage partagé devient une pierre ajoutée à l'édifice d'une Afrique qui se raconte enfin elle-même. Si cette histoire trouve un écho en vous, laissez-la voyager plus loin, partagez-la, discutez-la, transmettez-la à ceux qui croient encore que les peuples n'ont pas le pouvoir d'écrire leur propre avenir. Votre voix, ajoutée à celle du Sahel, peut amplifier un mouvement qui dépasse les frontières et les doutes.